Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble si les riches payent réellement 3% d'impôts comme on l'entend parfois. On va voir des définitions, on va voir vraiment l'explication de comment sont calculés les impôts globalement, on va vraiment revenir dessus très rapidement. Mais le but c'est de voir la vérité, c'est pas de défendre les riches ou c'est pas de dire du mal des riches ou du bien des riches, on s'en fiche. Le but c'est de dire la vérité. Combien les riches payent d'impôts réellement? C'est parti. On va déjà commencer par trois définitions de base qui visiblement ne sont pas comprises par beaucoup d'économistes, et c'est pour ça qu'ils sont débunkés très souvent sur beaucoup de sujets, dont cette histoire des 3%. On va voir donc la définition des revenus, du patrimoine et de l'augmentation du patrimoine. C'est vraiment la base de l'économie, mais au moins vous en saurez plus à la fin de cette vidéo que beaucoup d'économistes, c'est assez surprenant, mais voilà, comme quoi on n'a pas besoin de s'y connaître dans un métier pour faire ce métier. La première définition, c'est tout simplement les revenus. Les revenus, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de l'argent que vous gagnez sur une année. Ça peut être vos salaires, tout simplement en tant que salarié, en tant que fonctionnaire, en tant que chef d'entreprise, vous allez toucher un salaire et là-dessus, vous allez payer des charges sociales déjà, et puis évidemment des impôts, donc l'impôt sur le revenu. Ça, c'est votre salaire. Ensuite, vous allez pouvoir toucher aussi des dividendes. Si par exemple vous avez votre propre entreprise ou que vous avez investi dans l'entreprise de votre beau-frère par exemple, ou que vous avez acheté des actions en bourse, dans tous les cas vous allez toucher des dividendes à la fin de l'année, parfois non, parfois oui, plus ou moins élevés en fonction de ce que vous avez investi tout simplement, en fonction de combien vous avez de parts dans cette société, eh bien vous allez toucher des dividendes, et sur ces dividendes vous allez payer la flat tax. Actuellement la flat tax elle est à 30%, si par exemple vous touchez 100 000 euros à la fin de l'année, ce que je vous souhaite, eh bien vous allez payer 30 000 euros à l'État en tant que flat tax, et il y aura 70% pour vous, donc 70 000 euros pour vous. Ça c'est la majorité en fait des revenus finalement des ultra riches. Les ultra riches ils touchent un petit peu de rémunération, de salaire, d'accord? C'est une toute petite partie de leurs gains, et puis surtout des dividendes, c'est vraiment la majorité de leurs gains. Et puis il y a une troisième chose, c'est les loyers. Si vous êtes propriétaire de biens immobiliers, eh bien vous allez toucher des loyers, donc là aussi vous allez payer des impôts là-dessus. Dans tous les cas, vous allez payer des impôts, ça c'est obligatoire, vous ne pouvez pas passer à travers. Évidemment après vous pouvez réinvestir et dans ce cas-là, eh bien vous allez payer des impôts uniquement sur ce que vous allez vraiment gagner. Vous pouvez avoir un système de holding où vous allez finalement eh bien, déduire ce que vous avez investi et donc payer des impôts uniquement sur ce que vous avez gagné. Ça on en parlera un peu plus tard et dans d'autres vidéos. Mais globalement, eh bien, vous allez devoir payer de toute façon des impôts sur ce que vous avez gagné. Donc, évidemment, il y a des principes de holding pour payer moins d'impôts mais par rapport à ce que vous avez investi. Mais au final, de toute façon, à l'heure où vous allez toucher vraiment de l'argent sur votre compte en banque, eh bien, vous devrez dans tous les cas, que ce soit des salaires, que ce soit des dividendes, que ce soit des loyers, vous devrez payer des impôts. Deuxième définition qu'on va voir ensemble, c'est le patrimoine. C'est quoi le patrimoine? C'est tout simplement l'ensemble de ce que vous possédez. Aujourd'hui, ce qu'on va faire quand on va calculer le patrimoine, c'est qu'on va prendre déjà la valeur des entreprises que vous possédez. Alors ça peut être une petite entreprise, ça peut être le garage de votre cousin, ça peut être le salon d'esthétique de votre cousine, ça peut être évidemment des actions en bourse. Évidemment, si vous avez 5 actions totales, eh bien on va faire 5 fois la valeur des actions totales, ça vous fait une partie de votre patrimoine. Si vous avez 8 actions Crédit Agricole, eh bien on va faire 8 fois la valeur des actions Crédit Agricole, et ça vous fait donc une partie de votre patrimoine. Donc ça, c'est les entreprises que vous possédez. Ça peut être finalement un fragment d'entreprise, mais même les milliardaires, ils ont des fragments de plein d'entreprises. Donc ça, il faut déjà calculer ça. C'est la valeur des entreprises que vous possédez. Ensuite, la valeur des biens immobiliers que vous possédez. Donc là, c'est bien important de comprendre qu'il y a la valeur des biens moins les dettes. C'est-à-dire que si vous avez un bien à 500 000 euros, il vaut 500 000 euros, mais vous avez encore 200 000 euros à rembourser à la banque, et bien finalement ça fait 500 000 moins 200 000, donc 300 000 euros de patrimoine. Ça, c'est pour les biens immobiliers. Ensuite, il y a l'épargne. L'épargne, évidemment, on va calculer combien vous avez sur votre livret A, sur votre LEP, éventuellement si vous avez un LEP, etc., etc., PEL, etc. Alors, il y a certains comptes qui ne vont pas rentrer dans le calcul du patrimoine, mais globalement, on va prendre la plupart de ce que vous avez. Et même les crypto-monnaies, par exemple, on commence à calculer les crypto-monnaies. Donc si vous avez des bitcoins, de l'Ethereum, etc., eh bien on va le prendre en compte dans le calcul de votre patrimoine. Et donc, tout ça, ça va vous faire finalement votre patrimoine déjà
finalement immatériel, puisque c'est tout ce que vous possédez, immatériel et matériel, puisque vous avez aussi des immeubles là-dedans, si vous avez des maisons, si vous avez des appartements, etc. Et puis, il y a évidemment tout ce qui est mobilier, tout ce qui est objet d'art, tout ça en fait, finalement, même des cartes Pokémon, si vous avez une carte Dracofeu qui vaut 20 000 euros, eh bien ça fait partie de votre patrimoine. Il faut savoir que beaucoup de personnes ont une grosse richesse sur le papier, mais au final, ils ne vivent pas comme des riches. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont 95 ou 99% de leur fortune qui est composée d'actions en bourse. Donc voilà, globalement, leur action, il est en propriété, en titre de propriété d'entreprise. Ils ont des actions de plein de sociétés différentes, et finalement, c'est ça qui fait leur richesse. Et puis finalement, ils ont 1, 2, 3, 4, 5% de leur richesse qui est un appartement. Et parfois, c'est juste un tout petit appartement ou une petite maison qui a été achetée il y a 20 ans et qui n'a jamais été refaite. Il y a des gens, vraiment, je connais des gens qui ont un petit appartement, vraiment, je ne vivrai pas dedans parce que c'est vraiment pas terrible. Et à côté de ça, ils sont très riches parce que ils ont acheté des actions au fil du temps et ils économisent, et en fait, ils ont une grosse richesse sur le papier, mais c'est une richesse qui est juste des actions en bourse. Il faut savoir aussi que les actions, c'est volatile. Donc ça monte, ça descend, il suffit qu'il y ait un krach boursier, et ça divisé par 2 ou par 3. Donc il faut bien aussi prendre en compte ça, c'est que quand on voit les stats, quand on voit des gens qui ont des grosses richesses, alors parfois même des gens de notre entourage, qui peuvent avoir des richesses comme ça sur le papier, parfois il faut se méfier aussi, parce que c'est pas forcément lié à un gros train de vie. À l'inverse, il y a des gens qui ont un gros train de vie parfois et qui sont pas riches du tout. Il y a des gens qui ont la Mercedes en leasing, qui ont plein de choses comme ça et qui partent en vacances tout le temps, etc. Mais à côté de ça, ils ne possèdent rien. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Le patrimoine, c'est pas forcément visible, d'accord? Donc tout ce qui est action en bourse, par exemple, ça se voit pas. Il y a beaucoup de gens qui possèdent aussi des appartements, des biens immobiliers et qui finalement leur propre maison, c'est une toute petite maison ou un petit appartement qui paye pas de mine. Donc voilà, il faut vraiment comprendre ça, c'est que c'est pas parce qu'on a une richesse sur le papier qu'on a une vraie richesse au quotidien quand on vit, tout simplement. Et puis en plus de ça, il faut bien comprendre aussi, ce que je disais, c'est la volatilité. Les actions en bourse, c'est volatile, moins que la crypto-monnaie par exemple, mais il y a des gens aussi qui sont millionnaires en crypto-monnaie et qui finalement ne possèdent pas grand-chose en biens matériels, en maison, en appartement, voiture, etc. Donc il faut vraiment distinguer tout ça. Et la troisième définition qu'on va voir ensemble, c'est l'augmentation du patrimoine. Un patrimoine, il peut augmenter ou il peut baisser au gré de la politique, au gré de l'économie, au gré de plein de choses. Parfois, c'est des choses extérieures dont on n'a rien fait. Par exemple, il peut y avoir un krach boursier et nos actions sont divisées par 3. Il peut à l'inverse y avoir une société, on a investi dans une société et puis d'un coup, il se passe quelque chose qui fait qu'elle double de valeur, ou elle triple de valeur, ou elle quadruple de valeur. Si par exemple vous avez acheté des actions Apple il y a 30 ans, aujourd'hui vous êtes peut-être riche. D'accord ? Si vous avez acheté des actions Tesla il y a 10 ans, eh bien, sans doute que votre patrimoine a beaucoup augmenté. Vous voyez qu'il y a des fois des sociétés comme ça qui ont pris de la valeur, ou au contraire, des actions, par exemple, à l'époque Kodak, ça valait très très cher, et puis il y a eu vraiment une baisse de la valeur des actions Kodak. Donc là, les gens qui avaient 100 000 euros d'actions Kodak à l'époque, eh bien, ça a chuté. Donc vous comprenez bien que un portefeuille boursier, ça baisse ou ça monte, il peut y avoir des baisses ou des montées à tout moment, parfois même en une journée, il peut y avoir un krach, ça peut arriver. Et puis c'est pareil pour les biens immobiliers. Les biens immobiliers, il peut y avoir par exemple un nouveau maire qui arrive et qui met une ligne de Théor, et du coup le bien immobilier va monter. Vous y êtes pour rien, vous n'avez rien fait pour ça, mais le bien immobilier va monter. A l'inverse, il peut y avoir un attentat, c'est arrivé par exemple dans une ville que je connais assez bien, Saint-Étienne-du-Rouvray, il y a quelques années, il y a eu un attentat, les prix pendant quelques temps ont baissé complètement, plus personne ne voulait vivre là-bas. Après c'est revenu, mais pendant quelques mois, les prix ont chuté, les gens n'avaient rien fait pour ça, mais tout simplement c'est par rapport à un truc extérieur. Et puis, les biens immobiliers, ils peuvent prendre de la valeur par rapport à quelque chose que vous avez fait. Si vous avez réaménagé les espaces, si vous avez fait des travaux, etc., vous allez pouvoir monter en valeur par rapport à votre bien immobilier. Si vous avez un appartement, vous avez fait des travaux dedans, vous avez bien aménagé, c'est bien fait, vous avez isolé, vous avez changé les fenêtres, etc., ça va avoir pris de la valeur par rapport à une action que vous avez faite. Pourquoi cette rumeur sur les 3% d'impôts pour les plus riches ? Tout simplement parce que certains économistes, parfois par idéologie et donc en manipulant un peu les chiffres, ou bien par manque de connaissance des définitions qu'on vient de voir ensemble en quelques minutes, ils ont tout simplement fait des grandes théories, fait des grandes thèses, en disant que il y avait certaines richesses, certaines personnes qui
avait payé seulement 3% d'impôts, mais en se basant non pas sur les revenus qu'ils avaient gagnés, en se basant sur l'augmentation de leur patrimoine. Si par exemple, je ne sais pas, un grand homme d'affaires avait des actions qui avaient augmenté de valeur sur une année, eh bien il se basait non pas sur ses revenus de dividendes, etc. Là, auquel cas, les revenus de dividendes, il a payé 30%, hein, puisque c'est la flat tax, tout le monde paye 30%, il y a pas de... c'est pareil pour tout le monde. Mais par contre, là, il se basait du coup sur l'augmentation. Si par exemple, en un an, il avait 100 millions d'euros de plus de valeur en actions, eh bien, il se basait sur ce qu'il avait payé en impôts au total sur l'année, d'accord, les impôts totaux qu'il avait payés dans l'année, et par rapport à l'augmentation de son patrimoine. Donc ça n'a absolument rien à voir, puisque les impôts dans tous les pays du monde sont basés sur nos revenus, que ce soit le salaire, que ce soit les dividendes, que ce soit les loyers. Dans les pays, ça dépend, parfois les dividendes parfois sont pas taxés dans certains pays, parfois ils sont taxés, en France c'est 30% comme je disais, les taux sont différents en fonction des pays, mais c'est toujours sur les revenus, on est toujours taxé sur les revenus, et pas sur l'augmentation d'un patrimoine. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer maintenant pourquoi ça serait complètement stupide de payer des taxes sur l'augmentation d'un patrimoine. Pourquoi ce calcul basé sur l'augmentation du patrimoine et non pas sur les revenus est complètement stupide? Je vais vous expliquer par rapport à deux exemples. Premier exemple, on va dire que vous avez créé une société avec un ami à vous, vous êtes à 50-50 et cette société, elle vaut 100 000 euros. D'accord, vous avez apporté 50 000 euros, c'est votre argent perso, vous avez soit fait un crédit, soit vous avez apporté 50 000 euros, vous avez 50 000 euros chacun, d'accord? Et tout simplement, cette société, eh bien, en une année, vous avez fait une découverte incroyable, c'est une société sur la biochimie, c'est un truc super compliqué, et vous avez fait une découverte incroyable, et d'un coup, cette société, elle vaut plus 100 000 euros, elle vaut 100 millions d'euros. Pourquoi? Parce que y a quelqu'un qui a mis des billes dans cette société-là, et ça fait la valorisation à 100 millions d'euros. Ça peut arriver, hein, ça c'est des choses qui arrivent. Je connais quelqu'un par exemple qui a sa société qui vaut maintenant 150 millions d'euros parce qu'il y a eu des investisseurs dedans, et donc en fait on fait un calcul tout simplement. Si la personne a investi, par exemple, on va prendre dans cet exemple-là, qu'une personne a investi 10 millions d'euros pour avoir 10% de la société, d'accord, donc ça veut dire que post-monnaie, cette société vaut 100 millions, puisqu'elle a décidé que 10% ça valait 10 millions, donc la société entière vaut 100 millions, d'accord? Donc là, finalement, vous avez une augmentation de patrimoine en un an vous êtes passé de 100 000 euros pour votre société à 100 millions d'euros, donc là vous avez fait x 1000. Est-ce que pour autant vous devriez payer des impôts sur l'augmentation de ce patrimoine? On rappelle que vous êtes passé donc de 100 000 euros pour la valeur de votre société à 100 millions, mais vous n'avez rien touché, c'est la valeur de votre entreprise qui a changé. Alors évidemment, si vous la vendez, là vous paierez des impôts, c'est logique, c'est tout à fait logique. Mais par contre là, finalement c'est juste sur le papier que votre société, vous avez un papier, vous êtes content, voilà, vous avez vendu 10% de votre société, donc en effet, quelqu'un pense que votre société vaut 100 millions, mais vous n'avez pas 100 millions sur vos comptes, vous n'avez pas 50 millions sur vos comptes, vous n'avez rien du tout. C'est juste votre société qui vaut plus d'argent. Donc ça, c'est évident qu'on ne devrait pas payer d'impôts là-dessus. C'est tout à fait logique et le système est quand même bien fait à ce niveau-là. C'est qu'en effet, si vous revendez des actions à vous pour 5 millions par exemple, vous allez payer des impôts sur les 5 millions que vous avez touchés. Ça c'est parfaitement logique. En revanche, là, c'est une augmentation de capital, donc là, il n'y a absolument pas de taxes à payer. Autre exemple, imaginons que vous ayez acheté une petite grange, d'accord, à 100 000 euros. Vous avez acheté cette petite grange, voilà, dans la campagne, et vous allez la refaire pour vivre dedans. Ça va être une maison de campagne, ça va être votre deuxième maison, tout simplement pour de temps en temps venir le week-end. Cette maison, pendant un an, donc vous l'avez achetée en janvier, et pendant un an, vous l'avez refaite, vous avez fait des travaux dedans et tout ça. Vous avez payé 50 000 euros pour les matériaux, etc. Vous avez acheté des outils, des matériaux, tout ça, et donc elle vous a coûté 100 000 euros, plus 50 000 euros de, tout simplement de matériaux, etc. pour faire les travaux. Ça vous a donc coûté 150 000 euros. Et au bout de l'année, à la fin de l'année, elle vaut 300 000 cette maison. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez fait des beaux travaux, cette maison maintenant elle est habitable, vous faites venir un notaire ou un agent immobilier, et puis cette personne estime que votre maison vaut 300 000 euros. Vous la vendez pas, vous allez la garder pour vous. C'est absolument débile si vous deviez payer des taxes là-dessus, puisque forcément, vous avez
ok, elle a pris de la valeur, mais elle a pris de la valeur par rapport à votre travail, comme tout à l'heure, comme je disais avec l'entreprise. Donc finalement, ça serait complètement stupide que, par miracle comme ça, finalement, vous deviez payer des taxes alors que vous n'êtes pas enrichi. Votre maison a pris de la valeur, mais vous n'êtes pas enrichi. Et donc ça serait complètement stupide de payer des taxes là-dessus. En revanche, si un jour vous la vendez, cette maison, là c'est normal de payer des taxes sur la plus-value, éventuellement. Si on trouve ça juste ou pas juste, mais à la limite ça peut être logique de payer une taxe sur la plus-value. Parfois elle est quand même très 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 élevée, mais bon, à la limite on peut trouver une logique là-dedans. Que payer sur quelque chose que vous n'avez pas, finalement, c'est juste la valeur sur le papier de la maison qui a augmenté, ça serait complètement stupide. Donc il faut vraiment comprendre ça, il faut vraiment comprendre que cette logique de 3%, les riches payent 3% de leurs revenus, c'est complètement, enfin de leurs revenus, de leur augmentation de patrimoine plutôt, c'est complètement stupide, et c'est ce que je voulais voir dans cette vidéo avec vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez même laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A très bientôt, salut!